Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la première conférence mensuelle de l'année 2025 du RQS PAL. Aujourd'hui, notre conférencière se nomme Delphine Moreau-Plachy. Elle est doctorante contractuelle en sociologie à l'Université Jean Monnet, Saint-Étienne, en France. Le titre de sa conférence se nomme Publiciser le deuil sur les plateformes socio-numériques, démonstration d'un pluralisme normatif. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Delphine. Merci beaucoup Laurie et merci donc au Réseau québécois de recherche en soins palliatifs en fin de vie de m'accueillir aujourd'hui et de me permettre de présenter ma recherche. Et donc oui, je vais vous présenter en fait assez de façon non exhaustive évidemment. Donc ma thèse qui s'inscrit en sociologie mais aussi en sciences de l'information et de la communication, ça a sa petite importance pour la suite. Et donc du coup qui traite de la publicisation du deuil sur les plateformes socio-numériques, c'est-à-dire Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Et en fait, au travers de ça, je voudrais démontrer justement que le deuil contemporain, en fait, sur les réseaux sociaux, subit ce qu'on va appeler un pluralisme normatif, c'est-à-dire des normes plurielles autour de l'expression du deuil contemporain. Et donc, pour illustrer ce à quoi je m'intéresse vraiment aux publications de deuil émises sur le propre profil des personnes endeuillées, qu'on va nommer deuilleurs ici. Et donc, ça peut se présenter sous la forme de ce message, par exemple, Au revoir, papy, tu es parti rejoindre mamie là-haut. Et donc, c'est une publication qui est issue de Facebook, qui a été partagée en public évidemment, mais aussi qui a été complètement modifiée, comme toutes les publications que je vais mettre sur ce diaporama, pour pouvoir protéger justement l'anonymat et l'identité des internautes qui ont publié la publication. Donc en fait, qu'est-ce que j'essaye de démontrer dans ma thèse? En fait, je vais m'inscrire dans un cadre théorique qui est celui de l'intimisation du deuil et de la mort proposé par Jean-Hugues Deschaux. Et donc, il cite très justement, parler d'intimisation signifie simplement que la mort regarde de plus en plus la subjectivité de chacun et qu'elle peut se trouver exprimée socialement qu'à partir de la reconnaissance de l'expérience personnelle ou subjective. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jean-Luc Deschaux, il apporte la proposition d'une échelle nouvelle où se situerait la mort et donc de ce qui nous intéresse, le deuil. C'est-à-dire que si avant le deuil était encadré par des rites collectifs très normatifs, ou du moins avec un cadre normatif fort, aujourd'hui, en fait, il va se situer plutôt à une échelle intersubjective. C'est-à-dire que si j'ai une façon d'exprimer mon deuil, de publier sur Facebook ou de mettre peut-être une petite bougie, et ben, la personne en face de moi va devoir reconnaître l'authenticité de la pratique de mon deuil, cette propre subjectivité, même si c'est une pratique que lui-même n'aurait pas. Et parfois, il y a donc un échec de cette reconnaissance intersubjective sur lequel, en fait, on va s'attarder un peu plus tard lors de la communication. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça va entraîner justement ces normes intersubjectives qui vont cadrer en fait le deuil contemporain? Et bien en fait, ça va créer une forme d'incertitude. C'est-à-dire comment faire son deuil aujourd'hui dans les sociétés contemporaines si justement les rites collectifs font de moins en moins sens pour l'individu et que ce qui fait sens, c'est justement cette part de subjectivité qu'on va donner qui doit être reconnue de façon intersubjective. Donc, en fait, cette incertitude, comment faire son deuil en fait aujourd'hui, ça va ouvrir la voie justement à un pluralisme normatif. C'est-à-dire des normes qui sont vraiment plurielles. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura beaucoup plus de moyens d'exprimer son deuil, de pratiques justement pour faire son deuil, qui vont justement offrir des expressions en fait assez différenciées du deuil. Mais attention toutefois, dire qu'il y a un pluralisme et une incertitude normative, ça ne veut pas dire justement qu'il y a une absence de normes. Encore une fois, c'est une échelle qui repose sur l'authenticité reconnue du deuil, la reconnaissance et l'inter-reconnaissance de l'émotion et du parcours de deuil, et aussi l'expérience subjective. On va partir du principe que chacun ne vit pas son deuil de la même manière, mais par contre, il faut quelque chose d'authentique en fait pour pouvoir reconnaître le deuil à une échelle intersubjective. Et donc, dans ce cadre théorique-là, la question que j'avance, c'est dans quelle mesure l'expression du deuil sur les plateformes socio-numériques, ça fait partie justement d'une intimisation du deuil. Comment, lorsque j'exprime un deuil sur mon propre profil Facebook, Instagram, LinkedIn ou Twitter, ça va justement démontrer que j'essaye de faire transparaître, en fait, de faire reconnaître mon deuil comme authentique. Et donc, pour résoudre cette question de recherche,
J'ai utilisé une méthodologie mixte, c'est-à-dire avec une entrée par la trace, un traitement quantitatif de mes résultats et ensuite apporté, enfin que j'ai ensuite complété par des entretiens qualitatifs. Donc en fait, ça a commencé par une ethnographie du web, c'est-à-dire une observation des différents profils pour regarder en fait quel type de discours sont mis sur ces profils numériques. Et ça a donné donc une collecte de données de ces publications extraites de façon manuelle. Manuelle, pourquoi et pourquoi je n'ai pas pu l'automatiser? Parce qu'en fait, c'est une pratique qui reste quand même marginale. Et les discours en fait qui peuvent s'apparenter à un discours de perte, de deuil, concernent aussi des objets, des ordinateurs sur les comptes Twitter. Combien de fois on a vu RIP mes écouteurs, vous êtes cassés? Et donc, bien sûr, ça ne va pas rentrer dans mon corpus puisqu'il ne s'agit pas d'un deuil pour la perte d'un proche. Et donc, il a fallu en fait que j'extrais ces publications en ligne de façon manuelle pour m'assurer en fait de la pertinence de ces publications. Et donc, en fait, pour chacune de ces publications que j'ai réunies sous forme d'un corpus, j'ai essayé de tenter d'indiquer certaines variables au mieux par rapport à des éléments déclaratifs ou largement suggérés des internautes. Donc le genre de la personne défunte, le genre du deuilleur ou de la deuilleuse, les tranches d'âge de chacun chacune, le lien aussi qui unissait le deuilleur au défunt, le nombre d'amis, la plateforme, et j'ai aussi indiqué le type de photographie, la cause du décès, le nombre de commentaires, partages et mentions j'aime lorsque c'était indiqué ou largement suggéré. Et donc, au final, j'ai eu encore plus de 1022 publications qui ont été traitées donc, par une analyse de discours qualitatif, donc à la main, mais aussi un traitement lexicométrique via le logiciel libre Iramutech, dont je vous présenterai les résultats tout à l'heure. Et pour compléter tout ça, donc j'ai mené 82 entretiens qualitatifs, donc avec 52 deuilleurs que j'ai contactés au travers des réseaux sociaux. Donc il s'agit bien de deuilleurs qui ont publié des publications qui sont dans mon corpus. Et 25 non-deuilleurs pour avoir justement cet aspect de reconnaissance, inter-reconnaissance du deuil et de la pratique. Et donc, après cette explication de la méthodologie, pourquoi prendre comme approche justement les discours numériques? Les discours numériques, en tout cas sur le deuil. En fait, pour ça, je m'appuie justement de Reinert qui parle de monde lexicaux. Donc, il dit très justement, notre hypothèse principale consiste à considérer le vocabulaire d'un énoncé particulier comme une trace pertinente de ce point de vue. Il est à la fois trace d'un lieu référentiel et d'une activité cohérente du sujet énonciateur. Nous appelons mondes et lexicaux les traces les plus prégnantes de ces activités dans le lexique. Donc, pour vulgariser un peu, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on part de l'hypothèse que la construction d'un discours sur quelque chose, donc ici notre objet, le deuil, va en fait constituer justement les cadres de représentation que le deuil fait en fait dans nos espaces contemporains. Et donc, si ce n'est pas justement quelque chose qu'il faut prendre au premier degré, ces discours sur le deuil, ça indique quand même quelque chose de la représentation du deuil, de la subjectivité quant au deuil dans notre rapport contemporain. Je me permets aussi de préciser que j'ai pris que des publications qui viennent de France et qui sont écrites en français pour des questions évidemment liées à la culture. Et donc, du coup, en fait, ces discours sur le deuil, ça va me permettre d'appuyer l'hypothèse d'un pluralisme normatif, parce que ces publications de deuil-là, on peut les typologiser. Selon les discours, il y aura des catégories de discours qui auront attrait justement à plusieurs représentations du deuil contemporain. Et donc ça, certes, c'est un pluralisme, mais on arrive quand même à les typologiser pour dire qu'il y a encore des normes à travers les discours qui sont exprimés par rapport au deuil. Mais encore une fois, en fait, le discours, il n'est pas suffisant pour comprendre la pratique et pour comprendre le contexte de la pratique. Donc certes, c'est des indicateurs qui vont nous donner des indices sur comment on se représente le deuil contemporain, mais toutefois, ce qu'on publie, en fait, ce n'est que la trace matérielle. Et donc, pour ça, en fait, les 87 entretiens qualitatifs, ils sont complètement nécessaires pour comprendre, en fait, l'indexalité de la publication. Donc, l'indexalité, c'est une définition que propose le linguiste Barry Lane,
c'est le contexte en fait d'émission et comment justement a été publié justement le discours, le message en fait, quelles est justement les modalités du discours et quelles sont justement les variantes qui ont amené à la production de ce discours. Et ça, c'est quelque chose dont on a accès que si on va interroger justement les producteurs. Et ce qui est très intéressant aussi parce que ça va poser la question de qu'est-ce qui se passe hors ligne et qui va s'exprimer du coup en ligne conséquentiellement. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 57 entretiens qualitatifs auprès de deuilleurs qui ont publié ces publications. Donc ça va permettre justement une approche vraiment par la trace, donc une mainmise complète en fait sur la publication et sur la production discursive, mais aussi 25 entretiens auprès d'internautes qui ont vu des publications. Et pour le coup, ça va être des internautes qui sont soit interagis avec les publications ou non, ou qui sont en deuil ou non, et qui ont pas, qui ont, en l'occurrence, s'ils sont en deuil, pas choisi de publier justement leur deuil de cette manière. Ce qui montre aussi encore un pluralisme normatif autour des pratiques de deuil. Et donc ça aussi, ça va être très intéressant parce que ces entretiens auprès des internautes qui ont interagi ou non avec la publication, ça va aussi interroger tout ce qu'on ne peut pas capturer en tant que données en ligne. C'est-à-dire que la non-trace, c'est-à-dire la personne qui va voir la publication mais qui ne va pas y répondre, soit parce qu'elle ne se sent pas légitime, soit parce qu'elle ne valide pas la pratique, il y aura un retour en fait sur pourquoi justement elle trouve que cette pratique n'est pas légitime, pourquoi elle n'a pas interagi avec la pratique ou, à contrario, ce qui l'a fait interagir avec la publication. Et donc, en fait, la compréhension d'une pratique en ligne, elle va se situer quand même dans l'aller-retour entre le discours produit, justement, sur le profil numérique, et le discours réflexif qui est posé sur la propre pratique. Et donc, même si on n'est pas à une quête de vérité absolue, en fait, le cœur de ce problème se trouve bien justement dans le résultat fini, le discours produit et terminé, et justement ce discours sur la pratique en elle-même. Et donc, du coup, je vous ai proposé un tableau donc, de tout le corpus que j'ai pu faire, donc des 1022 publications, avec pour qui on publie et surtout qui publie sur quelle plateforme. Donc, on peut voir que en premier lieu se trouvent les pères, les mères, les grands-mères. Puis ensuite vient les amis, les collègues et les grands-pères. Et on peut voir aussi que le nombre en fait de publications en tout est largement représenté par les femmes, puisqu'il y a 120 femmes qui ont publié le deuil parmi mon corpus, tandis qu'il n'y a que 390 hommes. Je vous ai mis aussi les nombres de publications pour chacune des défunts, selon les plateformes, ce qui sera aussi intéressant pour la suite de cette communication. Et donc, du coup, grâce au traitement par Iramutek, j'ai réussi à proposer une catégorisation des discours qui va aussi assez bien avec la catégorisation qualitative que j'avais faite de ce discours-là. Et donc, on peut voir, grâce justement au dendrogramme, qu'il y a plusieurs typologies du discours. Donc, symbolique, donc la catégorie en rose qui représente 21% du corpus, les discours qui rappellent justement au souvenir, la figure honorifique, la nostalgie, l'hommage et le discours entrepreneurial. Donc là, je vous demanderai aussi de ne pas forcément faire des captures d'écran parce que c'est des résultats qui sont en cours et ce n'est pas les nominations définitives de ces catégories de discours de deuil. Et donc ça, en fait, ça va donner quelque chose d'assez intéressant à voir parce que même si il y a des typologies même s'il y a un pluralisme en fait dans les expressions du deuil, il y a quand même quelque chose qui relève justement de la typologisation. Et donc ça va nous amener à nous interroger sur justement quelles sont les modalités pour exprimer le deuil et quelles sont les normes derrière justement cette expression du deuil en particulier. Parce qu'on peut voir justement que ces discours, en fait, on arrive à les catégoriser. Et donc, ça veut bien dire justement qu'il y a quand même des normes au-delà justement de ce rapport très subjectif et intersubjectif au deuil. Mais en fait, ce qui est encore plus intéressant à regarder, c'est de regarder comment, en fait, quelles sont les variables qui sont présentes au sein de chacune de ces catégories. Et donc, j'ai envie, là, dans cette communication, vu qu'on ne peut pas parler de manière exhaustive de la thèse, de parler principalement, en fait, de l'impact des plateformes sur les discours. Et donc, on peut voir aussi, grâce au tableau que vous avez sous les yeux, pour la représentation spatiale,
que les plateformes en fait ont un effet sur le discours et surtout ont permis à la machine de classifier justement le discours. Donc on va voir que Twitter par exemple est quand même assez opposé à LinkedIn qui est en bleu et que Instagram et Facebook, par contre, sont assez mélangés dans le type de discours. C'est-à-dire que les discours qui sont au sein de ces catégories-là sont quand même relativement proches dans les champs lexicaux, les tournures qu'ils vont employer. Et donc ça va être aussi assez intéressant pour la suite. Parce qu'on va partir aussi de l'hypothèse que publier le deuil sur son propre profil numérique, c'est aussi se créer une identité numérique de deuil. En fait, en se déclarant par la publication en deuil, ça va participer à des traces numériques qui vont être constitutives d'une identité numérique, et donc une identité numérique de deuil. Pardon. Et donc, au travers de ça, justement, il y a quelque chose de l'ordre de produire le mort, mais produire aussi un mort qui est à soi. Donc là, j'emprunte le terme de produire le mort à Virginie Gilliard et Fanny Georges. Et donc, quand on produit le mort, justement, on le produit sur sa propre plateforme, mais donc, du coup, on démontre aussi un lien au mort, un lien qui est parfois privilégié, justement, d'où la surreprésentation des pères, des mères et des grands-pères sur le corpus. Mais au-delà de ça, produire un mort et déterminer justement un lien relationnel au mort, ça va aussi accentuer un capital social et symbolique. Donc, terme que je reprends à Claire Bailey, qui ne travaille pas du tout sur le deuil, mais sur la représentation des relations sur les réseaux sociaux numériques et notamment YouTube. Et donc, justement, ce capital social et symbolique, il naît en fait du lien de proximité au mort, que ce soit justement le père, la mère, l'ami ou les grands-parents, ça va être justement un capital en fait qu'on va faire sur le mort, un capital social parce que justement on avait un lien avec cette personne-là, mais aussi un capital symbolique. Et donc ça va permettre en fait de s'établir un rôle de deuilleur ou deuilleuse, c'est-à-dire une agentivité en fait dans tenir ce rôle justement de deuilleur auprès du mort, qui inclut donc une légitimité. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une influence en fait sur les formes d'énonciation par rapport aux plateformes. Donc déjà sociale, parce qu'on n'a pas en fait les mêmes personnes et les mêmes visibilités, le même réseau d'interconnaissances, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter, Instagram ou Facebook, même si Instagram et Facebook sont liés, vu qu'ils appartiennent tous les deux à Meta. Euh, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'algorithme. On ne présente pas de la même manière sur LinkedIn ou sur Twitter. Et donc, justement, ça va créer des formes d'énonciation qui sont particulières, qui sont propres à chacune des plateformes. Et ça va largement influencer les discours. Et donc, pour reprendre justement la catégorisation, en fait, on voit que l'impact des plateformes est complètement déterminant en fait, dans les résultats qui ont été produits par le logiciel Iramutech. Donc, la première classification symbolique, en fait, elle appartient surtout contient surtout en fait des publications issues de Twitter. Tandis que les trois autres formes de discours, donc souvenir, figure honorifique et nostalgie, appartiennent plutôt au champ de Instagram et de Facebook. Et ce qui est assez particulier, justement, et assez riche, en tout cas en portée heuristique et en recherche, j'ai vraiment hâte de pouvoir creuser ce terrain, c'est la partie sur LinkedIn. La partie LinkedIn, justement, on va retrouver tout ce qui concerne les discours d'hommage, mais qui ont aussi justement un rapport avec le collègue, le camarade, les sincères condoléances, la police aussi, parce qu'il y a beaucoup de discours sur la mort des policiers en service sur LinkedIn, ce qui fait sens puisqu'il s'agit d'un réseau professionnel. Mais il y a aussi un discours entrepreneurial, c'est-à-dire le nom de l'entreprise, les passions, le livre, etc., la confiance, et aussi un récit de soi professionnel qui est produit à partir justement d'un décès. Et donc là, on revient à ces questions de capital symbolique et social sur le mort. En fait, si on produit un discours sur un collègue ou un patron ou un directeur ou quelqu'un d'éminemment important dans notre secteur d'activité qui vient de décéder, en fait, on va s'attribuer, s'octroyer un capital symbolique et social avec cette personne et donc participer à une mise en récit de sa trajectoire professionnelle. Et donc ça, justement, ça nous amène à nous poser une question sur les hiérarchies des deuils. Parce qu'en fait, il y a forcément, de façon normative en tout cas, une légitimité ou non à avoir cette émotion liée au deuil ou à permettre d'exprimer la tristesse et l'affliction que l'on connaît par rapport à un deuil. Et donc tout ça, en fait,
ça va avoir à voir avec les légitimités en fait qui sont socialement reconnues à être en deuil ou non. Donc ça revient en fait à ce que Robson et Walter ont démontré dans les hiérarchies des deuils. En fait, pour eux, il n'y a pas justement ce rapport de être en deuil ou ne pas être en deuil, mais en fait, on va plutôt considérer le deuil comme quelque chose de socialement hiérarchisé. Et donc, vous pouvez voir la petite pyramide que j'ai faite. Pour eux, les plus dans la représentation en fait sociale, les personnes les plus impactées, ça va être les parents primaires, pour traduire primary king. Donc ça va être tout ce qui concerne les parents, les frères et sœurs et l'époux ou l'épouse. Ensuite vient du coup, dans toujours les consanguins, les secondary kin, donc tout ce qui va être oncle, tante, grands-parents, cousins, cousines. Mais attention, en dessous de ça, il y aura aussi les parents fictifs, là qui vont concerner les amis, les parrains, les proches, tous ceux qui n'ont pas un lien en fait de sang avec la personne, mais qui ont quand même une proximité. Et donc socialement, ils sont reconnus comme étant affectés par le deuil, voire parfois plus que ceux qui sont des parents secondaires. En revanche, ils ne seront jamais considérés comme plus affligés que les parents primaires, c'est-à-dire les pères, les mères, les frères, les sœurs ou les époux, épouses. Et enfin, à la fin de cette échelle, il y a justement tout ce qui concerne les voisins, les collègues, les connaissances assez éloignées. Et donc, du coup, quand on prend ce rôle de deuilleur et qu'on inscrit justement sur son profil Facebook une identité numérique de deuil, ça requiert nécessairement une légitimité. Une légitimité justement pour ne pas reconnaître cet échec social qui aurait lieu dû à la non-reconnaissance d'un sentiment authentique de deuil, ce qui revient donc à l'intimisation. Mais ce qui est en fait assez particulier au sein de mon corpus, c'est que certes, les pères, les mères, les grands-mères arrivent en fait en tête dans le corpus. Ce qui revient justement au primary et secondary king, ce qui fait que ça, c'est des résultats qui sont assez évidents. Ce qui l'est beaucoup moins, c'est qu'en quatrième et en cinquième position, on a les amis, les collègues, et ce, avant les grands-pères. Et les enfants, mais la mort des enfants aussi est plus rare que la mort des pères, des grands-pères, des amis ou des collègues. Et donc, le fait que les amis et les collègues soient aussi largement représentés au sein de mon corpus, ça amène à des questions. Comment en fait exprimer le deuil des amis et des collègues sur les plateformes socio-numériques lorsque cette légitimité par rapport aux hiérarchies des deuils est aussi peu en fait appuyée. Et donc justement, quelles sont les stratégies que les personnes vont mettre en ligne et et quelles sont les réactions aussi face à ces présentations de soi en tant que deuilleur pour des amis ou des collègues. Et donc, pour répondre à ça, ce que j'ai envie de proposer, de vous proposer aujourd'hui, et ça pourra donner lieu à des échanges passionnants, c'est une hiérarchie des deuils différenciée à l'aune des visibilités des plateformes. Donc, en fait, ce que j'aimerais proposer comme théorie, c'est une reconfiguration des hiérarchies et des légitimités selon la spatialisation des discours et l'évocation d'un lien privilégié. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, je voudrais justement proposer des hiérarchies de deuil qui seraient en fait séquencées selon les lieux de publication, d'où la spatialisation des discours. Donc, les hiérarchies, en fait, vont être différentes déjà hors ligne, mais elles vont être aussi différentes sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter ou sur LinkedIn en fonction des personnes qui pourront avoir accès à la publication. Et donc, pour renforcer justement cette légitimité à avoir ce rôle de deuilleur ou de deuilleuse, l'évocation d'un lien privilégié avec le mort et au sein des discours va être justement essentielle pour être légitime justement à présenter son deuil pour la personne concernée. Et donc, tout ça, oui, ça a forcément à voir avec qui a accès ou non à la publication sur les réseaux sociaux. Et donc, comme premier cas d'analyse, j'aimerais proposer justement le cas LinkedIn. Donc, pour ça, je vous ai proposé une publication qui est assez éloquente par rapport à ce qu'on veut dire ici et qui, bien sûr, a été modifiée pour des raisons de respect d'anonymat. Donc, disparition de monsieur, nom du défunt, fondateur du groupe Nom de l'entreprise. Chacune de ces interventions au conseil d'organisation de nom de l'entreprise, dont j'avais la charge, m'a marqué. Une personne intelligente, simple, modeste et lumineuse, un homme d'exception,
d'exception, avant-gardiste et humaniste. Qu'il repose en paix. Mes condoléances à sa famille, nom de la ville, vient de perdre un grand monsieur et un véritable chef d'entreprise comme nous n'en connaîtrons plus. Et donc, en quoi justement ça c'est intéressant? C'est intéressant parce que justement, en fait, au travers des hommages qu'il va rendre à la personne qui est défunte, la personne qui a publié ça, qui est un homme par ailleurs, va justement réaffirmer son appartenance à l'entreprise, donc au sein de comité d'organisation de telle entreprise dont j'avais la charge. Et donc justement, en fait, il va proposer un hommage à cette personne en vantant justement ses qualités humanistes, simples, lumineuses, avant-gardistes. Et à travers de ça, justement, il va renforcer ce capital social en montrant justement qu'il a pu travailler avec cette personne et qu'il présente ses hommages. Toutefois, il présente aussi les condoléances à sa famille. Et ça, c'est assez intéressant parce que dans tout le corpus, on a 56 publications qui vont mentionner la famille, comme mes condoléances justement à la famille, enfin pensées pour la famille. Et 42 de ces publications, elles sont issues de LinkedIn. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement, il y a une conscience de est-ce que cette personne-là détient le rôle premier du deuil. Et en fait, c'est presque au travers des entretiens aussi, c'est une l'hypothèse qui est validée, c'est que lorsqu'on publie sur LinkedIn, on a conscience qu'on n'est pas les premiers dans les hiérarchies du deuil, surtout quand on publie en fait pour des collègues. Et donc, il devient important justement de restituer en fait la part d'affliction de la famille en l'évoquant justement et en la réintégrant dans le discours pour le défunt, en mettant bien en évidence que c'est sa famille qui va connaître l'émotion en fait et la tristesse la plus forte. Et donc ça, c'est intéressant aussi parce que pourquoi publier sur LinkedIn ces discours pour des collègues décédés? Parce que en fait, l'environnement de LinkedIn et les visibilités avec un réseau d'interconnaissance professionnelle, ça va justement démontrer que c'est un deuil et une relation qui a lieu au sein d'un contexte professionnel. Et donc pour cela, justement, la famille, qui n'a pas forcément à voir avec LinkedIn, va être réinvestie parce qu'on sait très bien justement que sur un réseau professionnel, le lien qui est exprimé aussi, il reste strictement professionnel, même s'il peut déborder sur une relation un peu plus amicale. Mais que toutefois, la personne devient première deuilleuse, enfin détient un rôle de deuilleur sur cette plateforme parce qu'il s'agit d'une plateforme professionnelle et non pas avec des liens amicaux ou familiaux. L'autre cas justement qui a à voir avec les hiérarchies du deuil différenciées, ça va être une stratégie de contournement des proches. Et donc ça a encore à voir avec les visibilités qui sont permises par les différentes plateformes. Donc, par exemple, préférer une plateforme à une autre par rapport à ceux qui pourront voir la publication, c'est quelque chose qu'on voit au travers des entretiens, qui nous permet aussi de comprendre justement le contexte d'émission et pourquoi une plateforme a été privilégiée par rapport à une autre. Donc, je vous ai mis 3 extraits d'entretien avec des cas qui sont un peu particuliers et que je souhaiterais vous expliquer. Donc, on a Camille, 28 ans, enseignante dans le secondaire, qui a perdu sa mère et qui précise qu'elle a publié sur Facebook parce qu'elle voulait que sa famille le voie. Et ça, c'est assez intéressant parce que Camille n'avait pas publié de message de deuil pour sa mère. Mais par contre, elle avait publié justement plusieurs publications où elle se présentait souriante à des soirées avec ses amis. Et donc, hors des réseaux sociaux, elle a eu justement une sanction sociale où la famille du côté de sa mère disait qu'elle n'était pas assez triste et touchée du décès de sa maman. Et donc, elle a décidé justement pour l'anniversaire de décès de sa mère de publier une photo d'elle et de sa mère petite. Et elle a précisé qu'elle l'avait fait sur Facebook, alors que son réseau de prédilection est Instagram, parce que justement, elle a cette partie de la famille. Et donc, elle voulait se présenter en deuil devant cette famille-là, justement, pour réaffirmer sa tristesse et l'affliction et l'émotion qu'elle a par rapport à la perte de sa maman. Ensuite, on a Thaïs, 19 ans, donc cuisinière et deuilleuse pour son grand-père et son coach, qui a publié sur Twitter un message de deuil pour son coach, parce que sur Facebook, elle avait la sœur et la mère du coach. Et donc ça aussi, c'est hyper intéressant par rapport aux hiérarchies de deuil, parce qu'on sait que la mère est première dans les hiérarchies du deuil avec la veuve, et que la sœur a aussi un statut de deuil quand même assez particulier.
Or, elle n'était, entre guillemets, même si elle avait un lien privilégié qu'elle réinvestit dans son discours, avec son coach, elle n'était que justement élève, entre guillemets, du coach. Et donc, elle a choisi de publier délibérément sur Twitter, donc sur un réseau où elle a très très peu de personnes qui connaissent le coach, où elle ne connaît que 10 personnes en fait parmi son réseau Twitter personnellement. Et donc, elle a décidé d'exprimer ce deuil-là sur Twitter parce qu'elle saura en fait que son message ne va pas connaître de sanctions sociales, vu que les personnes qui auront accès à ce message ne connaissent pas le lien statutaire qu'elle a avec le défunt. Et que du coup, sa mère et sa sœur ne pourront pas se méprendre en fait et prendre mal le fait qu'elle s'octroie le rôle de deuilleur pour ce coach décédé. Ensuite, on a Célia, 22 ans, donc attachée parlementaire, qui a publié sur Twitter le décès de son oncle. Et ça aussi, c'est particulier parce qu'elle a précisé, j'ai publié sur Twitter parce que j'ai ma grand-mère sur Facebook. Et là, il s'agit d'une circonstance de mort particulière parce que son oncle s'est suicidé en se défenestrant. Et donc, en fait, là, il ne s'agit pas justement de remettre en question, en tout cas pour elle, son statut de deuilleur parce qu'elle fait partie des parents secondaires du défunt, mais il s'agit en fait de ne pas provoquer plus d'affliction à sa grand-mère qui, elle, a perdu un fils qui s'est suicidé et donc, elle a choisi justement de publier sur Twitter, là où elle a beaucoup moins de personnes, et surtout pas sa grand-mère, pour pas que sa grand-mère ait accès à la publication et que ça la rappelle justement à sa propre tristesse. Donc là aussi, on voit des stratégies de publication que les entretiens permettent en fait de mettre en lumière parce que c'est quelque chose qui n'est pas énoncé dans les publications. Donc on voit vraiment en fait qu'il y a des contournements qui sont faits pour pouvoir s'octroyer justement un rôle de deuilleur sur les réseaux sociaux numériques. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe justement en cas d'échec social? Et ben justement, il y a des sanctions en ligne et hors ligne lorsque la légitimité n'est pas reconnue. Il y a aussi des sanctions qui s'appliquent lorsque la pratique en elle-même n'est pas reconnue comme authentique. Mais pour l'instant, on va s'intéresser justement à toutes ces questions autour de la légitimité et des hiérarchies du deuil. Et donc, en fait, ces sanctions qui s'appliquent en ligne, elles sont quand même très rares parce qu'on a très peu de personnes qui vont venir commenter ou qui vont venir dislike une publication de deuil. En revanche, ce qui ne relève pas de la trace, mais qui en est quand même, c'est le nombre de vues de la publication avec le nombre de personnes qui ont effectivement interagi. Donc, ce que j'appelle les sanctions en ligne, ça peut être aussi la non-réponse. Si je vois une publication de deuil, mais que je choisis délibérément de ne pas la liker, de ne pas commenter, de ne pas envoyer un message privé à la personne, et ben dans ce cas, c'est quand même une forme de sanction en ligne. Et il y a aussi des sanctions hors ligne qui existent, c'est-à-dire envoyer justement un message en privé à la personne, lui téléphoner ou lui dire hors ligne que sa publication en fait n'est pas appropriée. Et donc, en fait, ces sanctions-là qui existent en ligne et hors ligne, ça va démontrer que l'intimisation et le pluralisme normatif, ça n'implique pas justement pas de normes. Parce que justement, il y a des normes qui sont établies, qui sont socialement reconnues et qui sont sanctionnables en fait si elles sont outrepassées. Et donc là, on va vraiment vers le cœur de l'intimisation et de l'échec de la reconnaissance intersubjective du deuil. Si j'ai l'impression que ce deuil n'est pas authentique parce qu'il concerne un collègue et pas quelqu'un de la famille, et ben dans ce cas, oui, il y a un échec en fait à cette reconnaissance d'un deuil qui serait subjectif et authentique. Et donc pour ça, j'ai mis comme illustration un cas particulier, celui d'Anastasia, 30 ans, donc qui est employée polyvalente et qui est deuilleuse pour son oncle et pour sa grand-mère. Et donc on parlait d'abord de la publication de sa grand-mère, parce que c'est la seule que j'ai trouvée justement sur son compte Facebook et Twitter. Et en fait, elle m'a dit, d'ailleurs, pour mon tonton, j'avais publié un truc avec une photo de lui à la base, mais ma cousine m'a envoyé un message pour me demander de supprimer. Et je lui demande si elle l'a supprimé. Elle fait bah ouais, je l'ai fait parce que c'est son père, donc en soi, je respecte si elle veut pas qu'il apparaisse sur les réseaux. Enfin, je comprends qu'elle soit pas d'accord. Là aussi, on est dans le cadre de la reconnaissance intersubjective. Donc je lui fais et pour ta grand-mère, c'est aussi la sienne. Ma grand-mère, c'est aussi la sienne. Enfin, c'est autant ma grand-mère que la sienne. Du coup, pour le coup, elle n'a rien à dire.
Son père, en soi, c'est que mon oncle, mais ma grand-mère, elle a rien à dire. Donc, même si elle m'avait dit un truc, je lui aurais dit d'aller se faire foutre. Donc là, justement, la question des hiérarchies, elle est au centre des paroles d'Anastasia. C'est-à-dire que elle ne fait partie que des parents secondaires de l'oncle en question. Et donc forcément, sa cousine, qui est la fille de la personne décédée, a le premier rôle du deuil. Et donc c'est sa volonté qui est respectée quant au fait qu'elle ne veut pas que son père apparaisse sur des réseaux sociaux qui d'autant plus ne sont pas les siens. Ce qui a amené justement Anastasia à supprimer la publication. Tandis que pour leur grand-mère, là, on arrive dans une autre configuration parce qu'elles ont un statut égal en fait à la perte, vu qu'elles sont toutes les deux petites filles de la personne décédée. Et donc là, justement, la cousine de Anastasia n'avait rien à dire quant au fait que Anastasia se présente comme deuilleuse pour sa grand-mère sur les réseaux sociaux. Et je suppose même qu'elle a eu accès à la publication parce que elle m'a précisé plus loin en amont de l'entretien que effectivement, elle avait bien sa cousine sur Facebook, plateforme d'émission de la publication de deuil pour sa grand-mère. Donc en soi, cette communication justement ne fait état que d'une toute petite partie des résultats préliminaires de ma thèse, puisque malheureusement on ne peut pas la présenter de manière exhaustive. Mais ce qu'on peut voir, c'est que justement, et ça appuie bien en fait, c'est en étudiant les publications de deuil, on voit bien justement ce pluralisme et ces reconfigurations normatives au prisme des réseaux sociaux. Et donc, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que on voit que les visibilités, les plateformes et l'identité numérique, la production de l'identité numérique de soi, elle est tributaire en fait d'un rapport contemporain au deuil, celui de l'intimisation, où on a besoin de montrer justement, de faire reconnaître de façon intersubjective son deuil, ce de manière authentique, mais ça montre aussi justement qu'il y a une pluralité dans les façons justement d'évoquer et de publier le deuil qui est vraiment tributaire justement des visibilités des plateformes, des algorithmes, mais aussi de ce que les gens vont pouvoir en dire, donc qui est relatif encore à cette reconnaissance que permet les réseaux sociaux, cette identité de soi en deuil, et donc qui va venir reconfigurer des normes autour du deuil, comme les hiérarchies du deuil, sur un environnement numérique qui est quand même assez particulier. Donc merci à tous pour votre attention et j'espère que vous aurez plein de questions par rapport à ça.